Bienvenue à l'AFRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Thomas Husson, tu es VP principal analyste chez Forrester. Bienvenue. Alors on a tous lu tes études, vu tes magnifiques infographies. Tu es un expert dans les prédictions du Customer Experience. On va échanger aujourd'hui sur 3 thématiques importantes. La première question qu'on a envie de te poser, c'est finalement faire un état des lieux de la transformation de l'expérience client en 2023 et puis de la priorisation DG en 2024. Peux-tu nous répondre, Thomas ? Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation. Bonjour Angélique, bonjour à tous. Donc effectivement, si on fait un état des lieux sur ce qui s'est passé cette année, on voit bien que la relation client, ça va bien au-delà en fait de simple service clientèle. Nous, quand on parle d'expérience client, on parle d'une transformation d'entreprise, d'une discipline business, et on sait que c'est une priorité pour les entreprises. Malgré le contexte économique actuel, l'amélioration de l'expérience client, parmi les milliers de dirigeants qu'on interroge chaque année, ça fait partie du top 3, au même titre que la croissance des revenus et que la baisse des coûts. Donc on voit bien qu'on est sur une priorité de direction générale. Après, tout le monde dit, dans son discours en tout cas, on met le client au centre. Dans la réalité des faits, c'est pas tout à fait exact. Donc nous, on a une échelle, entre guillemets, de maturité de la transformation par l'expérience client, avec un stade ultime de maturité qu'on appelle l'obsession client. Il y a très peu d'entreprises qui sont à ce stade-là aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que ce taux a doublé. C'est-à-dire qu'en 2022, on avait 3% des entreprises qui étaient, on pourrait dire, obsédés par leurs clients, même si le terme est un peu fort, mais c'est vraiment pour dire qu'il faut changer, prendre des décisions par rapport à la valeur qu'on apporte aux clients. On est passé Seulement 3%. Seulement 3%. Ouais, c'est quand même assez édifiant, hein. Ah ben c'est faible. Alors après, il y a quand même on va dire un ventre mou qui est dans la moyenne et puis un petit tiers qui va vers cette logique d'obsession client. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2023, on est passé à 6%. Alors ça reste faible, mais parce qu'en fait, c'est quand même des transformations qui prennent du temps, qui s'étalent sur plusieurs années et qui concernent l'ensemble de l'entreprise. Et pas simplement le centre de relations clientèle, le call center, c'est toute l'organisation qui est impactée. Et moi, j'ai en tête une société, alors qui n'est pas forcément encore à ce stade ultime, mais qui est en chemin, qui s'est transformée sur les 10 dernières années en mettant la notion de parcours client au centre. C'est une société qui s'appelle E.ON, qui est un acteur de l'énergie, qui a 48 millions de clients, une cinquantaine de millions de clients en Europe. Et ils ont réduit ça à 9 parcours clients principaux. Et ils se sont organisés en fait autour de ces parcours clients. Il y a quelqu'un qui est en charge, qui a un PNL de tel parcours client, et il y en a 9 comme ça qui ont été définis avec un changement culturel, organisationnel, RH, métrique évidemment. Et le résultat est quand même assez édifiant parce que, dans les énergéticiens, il y a toujours eu un peu, pas forcément ceux qui sont en pointe dans la perception qu'on peut avoir de l'expérience client. Et en l'espace de quelques années, ils ont amélioré leur taux de NPS stratégique, en gros le NPS relationnel, tel qu'ils le définissent, de 40 points, donc c'est quand même assez colossal. Et ils ont aussi réduit les coûts. Ils ont réussi à baisser de l'ordre de 15% des coûts opérationnels, juste pour donner un ordre de grandeur, sur un parcours dans un pays, en Allemagne. Et donc, on approche quand même le 1 million d'euros d'économie. Donc, on voit bien que c'est un enjeu business de profitabilité qui est très important. Après, si je dois dresser quelques perspectives sur 2024, ça c'était 2023. Ouais, c'est ça la priorisation DG 2024. Comment tu les vois ? Qu'est-ce que vous voyez, vous, chez Forrester ? Ce qu'on voit arriver, ce qui est pas nouveau mais qui s'accélère, c'est que ça devient vraiment un discours de direction générale. C'est-à-dire que l'année dernière, on estime que sur les grandes entreprises internationales de type Fortune 500, il y en avait un tiers dont les dirigeants faisaient un reporting des métriques d'expérience client, de type NPS, satisfaction client. On pense que cette année, on va passer à 50%. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une préoccupation ici ou là. C'est-à-dire qu'il va falloir nourrir ce discours, l'approvisionner en disant quels sont les éléments tangibles, parce que quand je dis discours dirigeant et reporting, je parle au niveau des actionnaires. Donc pour arriver à montrer finalement la valeur et l'impact qu'a l'expérience client sur le business. La seule difficulté, c'est qu'il y aura, selon nous, que 5% des entreprises, ce qui est faible, qui vont arriver à corréler, en fait,
la métrique qu'ils utilisent sur la perception de l'expérience client avec des KPI financiers, de marge, d'augmentation des revenus ou de baisse des coûts. C'est passionnant et on parle aussi beaucoup en ce moment de l'IA générative, l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous partager un use case et peut-être aussi revenir sur les améliorations en fait en customer experience que l'on peut voir venir en 2024 ? Alors je pense que les use cases sur cette année 2023 étaient très orientés sur l'interne, sur l'entreprise, sur la productivité, sur la capacité à faire un résumé d'appel dans un call center, à générer un peu de contenu, de pré-rédactionnel et qui améliore assez grandement la productivité. Mais on n'était pas encore passé vraiment côté grand public, au sens où c'est une nouvelle offre qui va être améliorée entre guillemets par l'intelligence artificielle générative. On pense que c'est ce qui va se passer l'année prochaine, en 2024, où jusqu'à une grande entreprise sur deux va déployer ce type de solution directement en B2C. Donc on n'est pas juste dans l'amélioration de la productivité du conseiller ou des équipes marketing, on est réellement dans une amélioration servicielle. Un exemple concret qui est déjà live en France, par exemple, c'est Cdiscount. Sur des logiques de commerce conversationnel, ils ont réussi à améliorer la satisfaction client par rapport à un chatbot traditionnel sur un arbre de décision avec un peu de NLU. Mais là, on est passé à un taux de satisfaction de l'ordre de 70%, avec un taux de conversion qui est équivalent à celui d'une conversation avec un interlocuteur, un agent ou un commercial. Et donc, on est quand même sur une amélioration très significative, surtout quand on a des millions de produits à vendre et des millions de visiteurs sur son site. Donc ça, c'est assez significatif. La question, ça va être le passage à l'échelle. Et il y a quand même encore un certain nombre de biais sur la vie privée, sur le non-sens cohérent qui est produit par la machine, qui n'est pas toujours finalement intelligible, même si ça a l'air d'être intelligible, c'est pas toujours factuel, il y a des erreurs, il y a des enjeux de compétences, il y a des enjeux aussi de vie privée. Donc c'est ça qui va être difficile pour passer à l'échelle. Ça va arriver, et c'est vrai que si on remet les choses en perspective, nous, on pense que l'IA générationnelle est une rupture au même titre qu'Internet ou que le mobile. C'est-à-dire qu'en fait, ça va faire exploser la notion de parcours client. Parce qu'on va être sur des logiques en temps réel et on va finalement reconstituer des fragments d'expérience. Et en fait, progressivement, ce qui va se passer, ça ne va pas se passer l'année prochaine, ça va se passer dans les quelques années, voire décennies qui viennent. Il va falloir finalement atomiser les sites web et les sites mobiles pour aller reconstruire des expériences générées en temps réel et dans le contexte, dans le moment d'interaction avec le consommateur. Et on va être dans du conversationnel parce que la machine, finalement, a percé un peu le langage humain. Et c'est ça qui est une vraie rupture. Alors, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup de nous livrer tout cela, de partager ça avec nous. Est-ce que, quels conseils tu pourrais donner ou qu'est-ce que vous voyez en 2024 sur ces moyens, ressources et compétences que les entreprises du secteur doivent ou devraient développer ? Alors, on fait chaque année une étude auprès presque 700 dirigeants de l'expérience client à travers le monde. C'est énorme, c'est une grosse étude. C'est assez robuste. Ça permet effectivement de voir les grandes tendances. Et les grandes tendances, quand on leur pose la question dans les 12 prochains mois, de quoi avez-vous besoin pour finalement exécuter, il y a encore beaucoup besoin de données, d'insights sur le consommateur, sur la perception qu'il a dans la relation avec la marque et notamment la dimension émotionnelle, sur la dimension financière aussi du consommateur pour pouvoir justement prioriser les parcours avec les clients qui sont les plus rentables. Mais il y a deux éléments qui ressortent dans ce top 5 qu'on voit sur ce petit graphique qui s'affiche. C'est finalement les compétences et la capacité à sécuriser un budget. Parce que quand je dis que c'est dans le top 3 des priorités, encore faut-il arriver à montrer le ROI. Et c'est la difficulté, il y a plus d'un dirigeant sur deux, 56% exactement dans cette enquête qu'on a faite et qui a été publiée là en novembre 2023, qui nous dit « je n'arrive pas à démontrer l'impact financier de l'expérience client ».
Et c'est tout l'enjeu pour avoir plus de ressources. Et c'est pour ça qu'on s'attend à ce qu'il y ait 2 équipes sur 5 dans les équipes expérience client qui finalement n'aient pas les compétences ou les ressources pour traiter le volume de demandes qui leur sont adressées. Et pour ça, il faut arriver à démontrer l'impact financier. Et dans les compétences qui sont moins bien maîtrisées, comme on le voit affiché aussi à l'écran sur cette petite infographie, c'est des logiques de modélisation financière. Donc si j'ai un point de NPS, de SATCLI, de Customer Experience Index, peu importe la métrique qu'on utilise, en quoi ça augmente mes revenus, ça baisse mes coûts, ça augmente ma marge. Donc il y a beaucoup de storytelling autour de ça, arriver à montrer aux dirigeants, aux patrons de business unit, au directeur général, à celui qui s'exprime à l'actionnaire, au board, en quoi est-ce que ça améliore réellement l'expérience client, et des logiques aussi de data, dashboard. Donc c'est ça qui est moins bien maîtrisé et qui au final, on ne va pas se raconter d'histoire, c'est ça qui permet d'avoir des moyens, des ressources et d'exécuter plus vite pour améliorer les parcours clients et le design de l'expérience. Merci beaucoup Thomas pour tes éclairages. Donc moi ce que je retiens c'est qu'on peut être un gros machin, c'est-à-dire finalement une entreprise de poids et faire évoluer son organisation presque from scratch pour la simplifier afin d'être encore plus au service de ses clients et donc plus efficace finalement. Énormément, on attend beaucoup de l'intelligence artificielle et effectivement, l'intelligence artificielle va être au rendez-vous sur pas mal d'aspects pour nous aider, muscler nos équipes, améliorer nos indicateurs. Mais c'est vrai que pour le grand public, ça va prendre un petit peu plus de temps pour être perçu. Donc, tout le monde, le consommateur, ne va pas forcément tout de suite constater tout ce qu'il y a derrière. Et merci pour tous ces éclairages que tu nous apportes, qui finalement ouvrent la voie et nous montrent qu'il y a un champ des possibles assez large. Donc, merci à toi et merci à Forrester, parce que c'est vrai que vous faites un travail assez remarquable. Et nous, les professionnels de la relation client, on y est très sensibles. Merci.